Bonus. Trax. DJ Mikey in the house. Bonjour et bienvenue dans Tales from the Sewer pour ce deuxième hors-série, toujours consacré à la mini-série The Last Ronin chez IDW. Aujourd'hui avec moi pour en parler, j'ai toujours Roméo, salut. Salut. Toujours Fab, salut également. Toujours moi, salut. Et nous avons le retour de Margot, salut Margot. Bonsoir. Margot, donc, que nous avions entendu quand nous avions discuté il y a quelques mois du tome 0, tome 1 de l'ongoing IDW. T'étais pas revenu depuis, et du coup, on n'a même pas ton avis sur les débuts de The Last Ronin. Est-ce qu'on commencerait pas avec ça ? Qu'est-ce que tu avais pensé du premier numéro de The Last Ronin ? Étonnamment, j'ai adoré. C'est très, très, très cool, et c'était très émouvant, surtout. Moi, je m'attendais pas du tout à la tortue que c'est, par contre. J'étais peut-être complètement ailleurs, mais je m'attendais pas du tout à ce que ce soit lui. Donc, non, j'adore, c'est trop beau, et c'est trop cool de les voir en mode post-apo, futuriste, revanchard, vengeance et tout. Non, c'était vraiment... j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ouais, ok. Fab, est-ce que tu peux nous faire un petit récap rapide de ce qui s'était passé dans ce numéro 1 ? Comme Margot l'a rapidement dit, on est dans un futur plus ou moins lointain, un petit peu post-apo. Il ne reste plus qu'une seule tortue, enfin du moins on découvre au fil de la lecture du premier numéro qu'il ne reste plus qu'une tortue, donc on se doute qu'il s'est passé plus ou moins plusieurs batailles, plusieurs événements qui ont fait que il ne reste plus que The Last Ronin. Et j'en profite pour dire tout de suite aux auditeurs que c'est full spoiler, donc on peut dire qui est cette tortue. Voilà, justement, j'allais prévenir aussi juste avant de le dire. Donc, on apprend, on va dire, sur la deuxième partie début de la deuxième partie du premier numéro, que cette tortue, c'est Michelangelo. Là, on l'apprend tout à la fin. Hein. C'est dans la dernière page. Ouais. C'est dernière page où on a appris qu'il fait content que tu sois réveillé, Michelangelo. Oui, exact. Ouais. En fait, je visualisais le passage où Michelangelo est en train de préparer son plan d'attaque sur la tour et où il parle à ses trois frères. Et en fait, on avait discuté de ce passage-là où en fait, on avait les éléments qui nous amenaient à supposer que c'était Michelangelo à ce moment-là. J'avais cette image-là en tête. Oui, nous en partie, on avait une bonne idée de qui c'était dès le début, ouais. Ah, moi, je m'étais fait balader. Pouf. Tu spéculais sur qui d'ailleurs ? T'avais une spéculation ou pas ? Mais en fait, je crois que c'était Sullivan qui m'avait induit en erreur parce qu'on l'avait entendu parler à la dédicace de Simone Di Meo et qu'il avait dit que quelqu'un avait sous-entendu que ce serait Raphaël ou je ne sais plus laquelle. Du coup, j'étais persuadée que c'était Raphaël. Okay. Mais en fait, je me suis fait balader. Du coup, pour finir ce petit résumé, on a Michelangelo donc, qui part à l'assaut d'une tour dans laquelle il y a le petit-fils de Karai. Le fils de Karai qui est le petit-fils de Orokusaki et qui est à la tête du Foot Clan, on le comprend assez vite, et qui voue une haine assez profonde aux tortues, et donc particulièrement quand Michelangelo réapparaît. S'ensuit un petit combat dans lequel Raphaël est plutôt mal engagé, et il se fait sauver par... Mikey. C'est Mikey qui est mal engagé, pas Raphaël. Oui, pardon. C'est Mikey qui est mal engagé, donc clairement, il se fait éjecter de la tour, et il se fait récupérer par une personne dont, pour le moment, on ne connaît que le nom ou le surnom, qui s'appelle Kazé. C'est à ce moment-là, du coup, qu'on apprend que c'est Michelangelo. On a un passage qui est ultra émouvant, comme on disait la dernière fois, quand il se place et qu'il veut se faire un harakiri. Voilà. Globalement, on a un premier numéro d'exposition où tout de suite on nous dévoile qui est le personnage, et ça fait démarrer le récit rapidement dans le 2. Sur une mini, je trouve que c'est efficace, parce que là on va attaquer vraiment les choses sérieuses avec le numéro qui arrive. Tout à fait, ouais. Et globalement, pour rappel, on avait tous été conquis par ce premier numéro, aussi bien dans le fond que dans la forme. Roméo, est-ce que tu peux nous parler, nous présenter ce numéro 2 qu'on a attendu peut-être un peu plus longtemps que prévu ? On avait un petit peu attendu. Je ne me souviens même plus de quand il était prévu initialement. C'est pas décembre à la base ? Ouais. Décembre. Ouais, 20 décembre, il me semble. Oui, c'est ça, décembre, parce que ça aurait pu être très intéressant pour IDW d'avoir
2 numéros de The Last Ronin sur le même exercice, sur l'année 2020, vu les finances d'IDW. Donc ça a été retardé, changement de dessinateur, et repoussé, et donc il est sorti le 17 février 2021. Bon, on est quand même sur 26 variantes cover, encore, moins que pour le numéro 1, mais quand même. La moitié. Non, on est à plus de 80. Ah ouais, j'avais 60 en tête. C'était 80 pour le 100 ? Il me semble J'avais que 60 c'est... aux têtes aussi, 50-60. D'accord, ok, bon, je comprends, je me suis pas trop intéressé à ces variantes. Moi non plus, tu vois, je me suis fait la remarque tout à l'heure, je suis pas allé essayer de tout voir. Enfin, moi je les ai toutes vues passer, mais contrairement au 100 où j'ai tout récupéré, The Last Ronin de base $9 le fascicule. Le numéro, ouais. Et puis là, un numéro très attendu, des variantes instant sold out. J'ai même pas cherché à la regarder, donc c'est pour ça que j'ai pas suivi, ouais, peut-être qu'il y en avait que 60. Donc là, on est donc le numéro 2, 26 variantes. Et IDW a d'ailleurs annoncé aujourd'hui que donc ça a été relancé, il y a eu un second print déjà de lancé, et qu'on est sur le plus grand tirage de l'histoire d'IDW, avec 130 000 copies. Pas mal. On parle bien de tirage unique, hein. The Last Ronin 1, il y a eu plus de 200 000, je crois qu'il y a eu 200 000 numéros. Mais voilà, on était sur plusieurs tirages. Donc ouais, c'est assez hallucinant, et qu'il y ait toujours cette hype. Donc bien sûr, on va avoir 2, 3, potentiellement plus tirages, parce que c'est aussi l'occasion de faire de ressortir des variantes. Et que la variante d'ailleurs annoncée pour le second tirage est assez pas mal, qui reprend une page que on discutera plus tard. Elle est de qui ? Ah oui, ça reprend une page de quoi. Okay. Ouais. Ines Corza, je crois. En gros, c'est une page lors de la chute. Le numéro s'appelle First to Fall, je crois. Ouais. Limite, je pourrais me reprendre le second printing. Enfin, on en reparlera, mais c'est beau. Ouais, la cover, elle vaut vraiment le coup. Vaut vraiment le coup. Elle rappelle vraiment une case iconique, un moment vraiment iconique de ce numéro. Donc voilà. Oh ouais, elle est trop belle. Ok. À l'oral, on est full spoiler, mais qu'on pourra pas la poster sur le compte Twitter non plus. Alors, je vous inviterai à aller la voir. Taper sur Google The Last Ronin 2 variante. Second printing, ouais. Sinon, vous nous laissez un petit message et on vous l'enverra. C'est donc un sai de Raphaël qui est en train de couler. Puisque, comme le titre l'indique, First to Fall, le premier à tomber, on a les tortues, on sait, en fait là le postulat de base on le connaît, il y a 3 tortues qui sont mortes, plus tout l'entourage, plus ou moins. Et ben là on va en découvrir un peu plus sur ce qui s'est passé. Donc c'est normal, on va découvrir les morts, et donc dans ce second numéro, la mort de Raphaël. Mais pas que. Mais pas que, non. Il va se passer quand même pas mal de choses. Donc on est sur un numéro toujours des layouts de Kevin Eastman. Donc autant sur le premier on pouvait vraiment voir sa patte sur les layouts, là un peu moins. Je pense que Ben Bishop a eu beaucoup plus de liberté que les frères Escorza sur le premier numéro, où Kevin Eastman avait dû vraiment faire du boulot layout. Là j'ai pas réussi à voir réellement toute sa patte. Sur certaines pages oui, mais moins que sur le numéro 1, ça m'a moins marqué. Donc des layouts de Kevin Eastman, et des dessins toujours des frères Escorza sur certaines planches. Donc pareil là, quand il y avait eu les annonces, je pensais que Ben Bishop allait faire tout le numéro, donc il s'avère que non. Ben Bishop, qui est un artiste donc qu'on a déjà vu sur les Tortues Ninja, sur quelques numéros, dont la macro-série Raphaël, Target R, qui fait partie des numéros assez marquants, et qui a marqué la communauté des fans. Et Ben Bishop s'est fait vraiment un très beau nom dans la communauté Tortue Ninja, et il en joue énormément, en termes de proders, en termes de variantes, et c'est un protégé de Kevin Eastman. Il est souvent dans le coin quand il y a des conventions, et quelques planches également de Kevin Eastman. Tu sens que Ben Bishop, comme tu dis, il a un petit peu l'aval de Kevin Eastman, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de
pas de contrôle, tu vois, mais on lui laisse quand même la possibilité de faire des pins, de faire des covers spécifiquement pour lui, comme il a envie. Enfin, tu Ah sens bah après que... ça se paye hein. À partir du Ouais, moment pour les variantes RI, je connais pas exactement tout le process, mais il suffit juste de payer pour pouvoir les faire. Je sais pas comment ça se passe. Lui il a un public hein, maintenant. Hein. ah oui, Il non, a vraiment clairement, ouais. construit un très grand public fan de Tortue alors il en a très peu dessiné. C'est là où c'est assez paradoxal. Et ils jouent énormément dessus. Mais ils ont fait Drawing Blood ensemble, enfin avec Kevin Eastman. Ouais, c'est son protégé. Donc voilà, beaucoup de dessins, beaucoup de pages ici de Ben Bishop. Donc voilà Ok. pour la présentation rapide du numéro avec des couleurs de Samuel Plata et de Luis Antonio Delgado qui était déjà sur le premier. Et toujours Sean Lee au lettrage. Je crois que c'est lui qui lettre les tortues depuis le tout début d'AEW. Ok. Avant qu'on rentre un peu plus dans le détail, je voulais déjà avoir votre avis global sur ce numéro. Margot, qu'est-ce que tu en as pensé dans la globalité sans forcément rentrer trop dans les spoilers maintenant? Ben, un peu comme le 1, j'ai beaucoup aimé et toujours très poignant. Peut-être un petit peu moins que le 1, mais peut-être parce qu'on n'avait pas la surprise non plus de tout, mais non, globalement, même niveau que le 1, quoi, excellent. Et j'ai Ok. adoré le changement de dessinateur pour les flashbacks. Ok. Fab. Pareil. C'était court. En vrai, non, en vrai, vraiment touchant dans la manière dont les compositions des pages sont faites. Hein. Euh, Évidemment, on s'attend à avoir l'histoire comme c'est fait. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que chaque dessinateur ait des parties distinctes, et du coup, ça situe bien l'histoire sans avoir besoin de chaque fois bien séparer les choses. Et même si je m'y attendais, j'ai trouvé quand même beaucoup de détails et beaucoup de choses que j'avais vues dans le premier numéro qui là ont été rajoutées. Et ouais, vraiment conquis, toujours aussi hypé sur la mini, alors que très sincèrement, au début de l'annonce, je savais pas trop quoi en penser, et finalement, Hmm. ouais, c'est bon pour moi. Ouais. Toi, Roméo? Bah, moi, dans la continuité du premier, vraiment des points très intéressants à tous les niveaux. Quelques aspects un peu, bon, on sent que c'est une histoire 90s et il y a toujours des points qui me paraissent un peu vieillots dans la narration. Enfin, moi, qui ne me parle pas en tout cas. Vu que c'est vraiment pas une période des comics que j'apprécie énormément. Je pense notamment à la scène où on nous remet le méchant, Oroku Hiroto, qui est totalement absent sinon, que je trouve peu intéressante, mais voilà, j'ai l'impression, on a besoin de nous rappeler que le méchant est méchant. Hmm. Et j'ai l'impression que ça fait vraiment dater comme écriture, quoi. Des planches inégales, il y a quand même des planches, des détails qui m'ont un peu fatigué, mais globalement, non, c'est du très bon, à tous les niveaux, que ce soit dans l'écriture, dans les dessins. Ben Bishop, c'est quand il est dans l'action, et qu'il se lâche, on sait ce que ça vaut, hein, même il a été il a très peu officié, on sait qu'il est très bon, surtout sur des planches où Raphaël, hein, c'est un peu sa tortue hein, maintenant. Hein. Donc, ouais, du bon, quelques réserves, hein, mais on est quand même sur la suite d'une très grande série et qui va réellement marquer les Tortues Ninja et qui peut vraiment, enfin qui va, je pense, vraiment se poser comme une histoire de référence et incontournable des Tortues Ninja. Hmm. Bah, quant à moi, alors je suis globalement très content. J'avais peur en fait qu'il y ait un ralentissement après le premier numéro. Au final, je trouve que c'est pas exactement totalement dans la même continuité parce ils ont des rythmes et des formats assez différents. Le premier était très dans l'action introductive et ici on développe pas mal de choses. Et je suis assez fan de cette pagination augmentée. Là, on est sur des gros volumes. Hein, je sais plus combien fait un tome, 50 si tu pages à regardes. peu près. Ouais, c'est 50 pages. Ça permet de raconter pas mal de choses et il y a pas mal de choses qui sont racontées. Donc, moi, j'étais vraiment très content devant ce numéro qui, en plus, avec ce nombre de pages, se permet parfois des scènes d'action
qui traîne sur plusieurs pages et qui nous montre beaucoup de choses. Et franchement, j'ai pas mal accroché, quoi. Et quant au changement de dessinateur, moi aussi j'ai beaucoup aimé les flashbacks. Et sinon, dans l'ensemble, le reste, j'ai trouvé ça assez solide. Même si, comme Roméo, je suis assez d'accord, il y a quelques cases qui font tiquer. Mais voilà, d'une façon générale, vraiment très content de ce numéro. Moi, sur le premier numéro, tu parles de rythme, c'est vrai, on est sur un rythme totalement différent. J'avais loué le rythme du numéro 1, je l'ai trouvé excellent. À aucun moment on s'ennuie, même quand il avait ses monologues, il avait ses explications, et il parlait à ses frères, les fantômes de ses frères, pour nous poser la situation. C'était bien fait et on s'ennuyait pas. Donc, j'avais même dit on avait l'impression qu'il se passait rien, qu'il s'était rien passé, mais sans s'ennuyer. Là, on est sur un rythme totalement différent, avec justement ces différentes temporalités, qui apportent vraiment une lecture intéressante et je pense, si ça se continue comme ça, justement ce changement de rythme en lecture de l'histoire complète, en relié, va être encore plus plaisante. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Je suis assez d'accord d'ailleurs. On s'est lancé à chaud, on n'a pas vraiment discuté des points qu'on avait particulièrement aimés ou pas dans l'intrigue. Vraiment, on s'est assez préservé pour ce podcast. Comment vous voulez procéder ? Est-ce que vous voulez parler de moments particuliers chacun ? Est-ce que vous voulez qu'on prenne les choses de façon chronologique ? Fab, est-ce qu'il y a un truc dont tu veux parler particulièrement ? Moi, je vous aurais proposé de faire un résumé trame de l'épisode et de vas-y. revenir un petit peu après chacun sur les points qui nous ont vraiment accrochés ou un peu déçus. Si ça vous va, on peut faire comme ça. Ouais. Je te laisse la charge de ce résumé trame, par contre. Salaud. C'est toi qui as voulu. Hein. Ouais, non, mais pas de souci. Du coup, dans ce numéro 2, on prend directement place après le réveil de Mikey, qui a été recueilli par April, et on attaque très fort en fait sur déjà la première page, je pense que tout le monde y reviendra dessus, où c'est April en fait qui va un petit peu nous laisser entrevoir comment va se passer ce numéro. Donc on va voir dans ce numéro comment Raph et comment Splinter y passent. C'est globalement le fil rouge de ce numéro. Donc très vite, on voit les tortues débarquer chez April et Kazé, avec Splinter qui est très mal en point et qui clairement est en train de mourir. On sait très bien le caractère de Raph. Raph est comme il est impulsif et inconscient. Il part, il va affronter le foot dont Karai est à la tête, et va rapidement se faire submerger, blessé, affaibli, et Karai va y porter le coup de grâce, et sur une page mais complètement folle, Karai et Raph coulent. Raph plante plante son sai dans le dos de Karai, et les deux coulent, et on suppose la mort à ce moment-là de Raph et de Karai. On a donc dans ce numéro la supposée mort de Karai, la supposée mort de Splinter et la supposée mort de Raphaël. Dans tous les cas, il n'y a pas trop de mystère étant donné qu'il ne reste plus qu'une tortue. Raph et Splinter sont à mon avis morts. Pour Karai, on a déjà la réponse au vu du numéro 1. Elle n'est pas morte, mais peut-être que l'état dans lequel elle est dans le numéro 1 vient de ce qui se passe dans ce numéro 2. Je sais pas vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Est-ce que quelqu'un veut débuter ? Je vais pas monopoliser la parole, je reviendrai après moi. Roméo, il y a longtemps que t'as pas parlé, vas-y. Alors moi, ce qui m'a marqué, bon, il y a pas mal de choses, mais je voudrais revenir sur ce que tu dis sur la scène, sur la page donc de la fin de l'affrontement Karai-Raphaël. Alors déjà, on notera une Karai Electra. À mort. Ouais, c'est pas caché, hein, clairement. La première fois qu'on voit Karai, où on voit que sa tête, tu fais, mais c'est pas Karai, c'est Electra. Donc toute vêtue de rouge, habillée comme Electra. Donc
Donc vraiment, ça donne un peu d'ampleur au personnage, au vilain, je trouve. C'est un personnage que j'aime beaucoup, notamment chez IDW sur l'ongoing. Mais là, on a vraiment le côté leader qui transparaît un peu grâce à ça. Bon, après ça, c'est qu'un avis là-dessus. Toute la scène, en fait. Toute la scène de Raph qui arrive, là pareil, les plans sont assez bien gérés. Où on voit une masse de Foot Clan et Raphaël qui arrive par derrière pour les massacrer un par un et s'enfoncer dans cette masse de péons, hein, pour revenir, enfin, faire une allusion au jeu de rôle, choses comme ça. C'est la chair à saucisse, quoi. Il se déchaîne, il prend des coups, on le voit se prendre des flèches de partout, de se faire planter des armes dans le corps, mais voilà, il est d'une telle rage, il traverse tout pour se retrouver dans ce face à face avec Karai, qui est assez épique et assez expéditif, et c'est bien. Moi, ça j'ai trouvé ça très intéressant parce que voilà, on n'est pas sur une grosse bataille, comment prendre l'ascendant sur l'autre. Non, là c'est la rage, c'est la haine, C'est la vengeance pure, c'est quoi. ça, c'est Raphaël est rempli de vengeance et il y va pas pour se battre, il y va pour tuer, clairement. Et cette mise en scène est extrêmement bien réussie et pour cette finalité et donc cette page vraiment iconique, hein, qui je pense qu'il va devenir iconique du Sai dans des tons de rouge qui coulent. Voilà, c'est moi cette scène, elle est vraiment très réussie dans son écriture et dans sa réalisation. Mais c'est la scène dont je parlais tout à l'heure quand je parlais du fait que on pouvait avoir des grosses pages d'action pendant un moment et que c'était magnifique. Et en plus, oui, c'est totalement Electra, donc moi cette scène est beaucoup ressortie dans ma lecture en tout cas. Et franchement, ça m'a vraiment fait apprécier ce numéro. Faut dire que le découpage, il est super bien réussi, quoi. Justement, les moments où il se bat en plein milieu des foot, où c'est que des gros plans, et puis que ça commence à se détailler quand il approche de Karai, et puis la scène où ils coulent tous les deux, enfin, je trouve que le découpage est génial, quoi. Et effectivement, la page où ça coule, c'est très très beau. Non, vraiment, ouais, bah, c'est la meilleure scène peut-être ça se trouve du numéro en entier, hein. Enfin, je veux dire, peut-être parce que de la là, c'est mini en vraiment entier, ça se trouve. Ah oui. Bah là en plus on est sur une vraie scène d'action pendant un moment, donc ouais, elle est très marquante. Le reste est beaucoup plus explicatif et émotif sur ce qui s'est passé. Donc en effet, c'est peut-être la scène du numéro en tout cas pour l'instant. Ouais. Est-ce que toi tu as d'autres points qui t'ont particulièrement marqué dans ce numéro? Bah moi c'est April qui m'a un peu aussi captivée, je sais pas si c'est le mot, mais qui m'a un peu intriguée parce que du coup je trouve qu'elle est vraiment représentative de ce qui se passe dans la mini, en fait, qu'il s'est passé plein de trucs et qu'on est au courant de rien. Et les premières, du coup on est d'accord, full spoiler. Oui. Bah, du coup les scènes où on voit qu'elle a perdu des membres, enfin on se rend compte qu'il s'est passé un truc genre ouais assez, bah déjà par la mort des tortues on est au courant, mais elle aussi, enfin tous les autres personnages ont l'air d'en avoir chié aussi, et du coup comme elle participe aussi à l'histoire avec Mikey dans le présent, j'avoue que moi j'étais super captivée aussi par ces passages là. Je t'avoue que la scène où c'est pas la première page, mais ça doit être peut-être C'est la la cinquième. ouais, c'est ça. La deuxième dans le présent en tout cas, celle où on voit du dessus du lit, avec où elle a la tête entre les mains, enfin entre la main du coup, et que tu vois autour, si tu regardes les détails, tu vois qu'il y a une main bionique et une jambe bionique par terre. Je t'avoue que ça posait bien les bases en tout cas de ça. Moi j'ai beaucoup aimé April dans ce numéro qui était en plus pour nous la surprise de fin de numéro d'avant. Je sais pas Oui. ce que vous en pensez, mais c'était un truc auquel on s'attendait pas autant. On s'attendait à oui, avoir un reveal. moi je crois que je l'avais dit, hein, pour le premier, hein, l'apparition d'April était bien plus marquante que la révélation de qui était la tortue. Ouais. Puis même la manière, enfin la manière, toutes ces premières les pages où elle est toute seule au début, qui permettent, ça pose la gravité dans la situation dans laquelle on est aussi, et tout ce qui a pu se passer, et finalement sans rien dire, ça en dit beaucoup. Limite on n'aurait pas besoin d'avoir tout le détail, quoi. C'est voilà, il s'est vraiment passé quelque chose de grave. Après il est toute seule, elle a perdu des membres,
On voit le masque de Kazay et ses battes de cricket, de hockey, ses crosses de hockey posées, des médicaments qui traînent de partout. Voilà, on n'est pas sur une histoire joyeuse, quoi. Il s'est passé Non, quelque chose. mais même les quatre premières Mm. cases dans la première planche où ça fait le zoom sur elle avec la larme à l'œil, là, c'est... Ouais. Mhm. Moi, ce que j'aime beaucoup en plus dans l'utilisation d'April, c'est que on le découvre avec ce numéro. Elle a un vrai rôle scénaristique dans le sens où, en fait, on découvre ce qui s'est passé et l'histoire d'April en même temps que Mikey, Ouais. puisque le scénario nous dit que Mikey, en gros, est parti pendant très longtemps, pendant des années, et il savait pas que April était encore en vie, quoi. Donc, il découvre vraiment en même temps que nous tout ce qui s'est passé, et ça nous simplifie un peu la lecture, en fait, dans ce sens où on n'a pas même l'écriture pour le scénariste, il n'a pas besoin de se poser la question de jouer de subtilité ou de dialogue qui vont nous exposer la situation. Là, clairement, on est dans le même bateau que Mikey, quoi. Ouais, parce que elle lui dit, c'est un souvenir de la dernière fois qu'ils se sont vus. Et la dernière fois qu'ils se sont vus, on suppose que c'est lors de l'explosion du Second Time Around, où il y a eu, on la voit pas l'explosion, on la prend, où il y avait les tortues, où il y a dû y avoir des représailles du Foot Clan de l'attaque de Raphaël. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc où les tortues ont dû périr. Bon, peut-être pas toutes, peut-être que d'autres ont survécu et ils sont partis à ce moment. Enfin, on apprendra leur mort autrement, ça on sait pas, on verra. Bah, a priori, full spoiler, quand on a le Next Month avec le visuel, on sait ce qui va arriver. Enfin, on va savoir ce qui est arrivé à Kazé, par exemple, dans le prochain numéro. Parce que son masque est bien mis en évidence sur la cover du prochain. Bah, et puis c'est les débris du Second Time Around. Mm. Et potentiellement, après, aussi, on a la tête du Fugitoïde. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a un truc, peut-être toi tu sais, ça veut dire quoi, salaud, sur le coffre? J'ai cherché, mais toute l'après-midi, je sais pas ce que ça veut dire. Et ça, c'est pas possible qu'il y ait ce mot Qu'il n'y ait pas de signification. gravé, ouais, que tu le vois en gros quand elle a quand il y a un plan sur l'ouverture du coffre, et même quand la porte est ouverte, c'est toujours écrit dessus. Je suis sûr que ça doit avoir une signification ou quelque chose. C'est pas juste un easter egg Ouais, j'ai cherché pour savoir. Si jamais quelqu'un a après, l'info. là, quand je cherche Salo, le premier truc que je trouve, c'est Tommy Salo, qui est un joueur de hockey, donc ça peut être en rapport avec Ah ouais, mais, Ouais. mais sinon, je ne saurais pas. j'avais pas fait le lien. Mais ouais, très probable. Ouais. Tant que je suis, on parle du Fugitoid. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi le fait que dans ce numéro, donc il parle de la relation et du temps qu'il y a eu entre la dernière fois où ils se sont vus et la fois où ils se retrouvent, mais il parle aussi de la mutation que Mikey subit. Et je suis assez curieux du coup de savoir de à quoi c'est dû, qu'est-ce qui a fait que sa mutation soit plus avancée à lui. Alors bon, après à lui, peut-être parce que les autres, il n'y en a plus. Ouais, voilà, c'est peut-être ceci explique cela. Mais du coup, j'aime bien, tu vois, qu'il apporte un petit truc un peu différent et genre que peut-être que il s'est mis cette mission de venger sa famille parce qu'il sent que sa mutation peut-être va le faire mourir ou un truc du genre, tu vois. Et ça peut être aussi un truc. Enfin, c'est un point intéressant et qui m'a intrigué vachement dans ce numéro. Par contre, comme disait Roméo, le passage sur le méchant, pour rappeler qu'il est vraiment très très méchant, voilà, c'est 2 pages qui servent pas à grand chose. Et dans le même genre, la facilité, c'était comme on avait supposé, enfin moi je l'avais supposé au premier numéro, quand on voyait Kazé avec la bande de loupards au départ, et ben Kazé en fait c'est la fille de April et Kazé. Mais je crois que tu t'es trompé dans ton résumé, elle s'appelait pas Kazé, elle s'appelait Jones. Oui, Jones, pardon. Exact. Et là, on apprend qu'elle s'appelle Kazé en plus. Kazé Marie Jones, ouais. Ouais, j'avoue que moi, ça, c'est un truc que ça m'a pas... Alors, ça m'a pas déçu. C'est fort déçu, mais c'était genre un peu attendu, quoi. C'est pas... En plus du fait que la fille s'appelle Jones, hein, moi, c'était vraiment... à partir du moment où on a vu April, c'était sûr qu'elle allait avoir un truc avec
les enfants, vu qu'ils ont vieilli et tout ça. Mhm. Ouais. Par contre, moi, le changement de dessinateur sur justement Kazé, donc la fille, qui dans le 1 fait vraiment très, enfin, avec son Elle fait maquillage punk, et là c'est une femme, une vraie femme quoi. Pour le coup, le changement m'a un peu dérangé. Ouais, mais je suis assez d'accord avec toi. Je pensais au départ que c'était un costume qu'elle mettait, tu vois, pour pas se faire reconnaître dans le 1. J'ai relu le 1, juste avant de lire le 2. Et en fait, non, c'est vraiment le style du dessinateur qui change complètement le personnage. Ouais. Surtout qu'on a l'impression que c'est pas du tout le même personnage Ah oui, quand non. on la voit arriver avec C'est ça. le débardeur, toute musclée. Enfin, alors que dans le premier, on a l'impression que c'est juste une loubarde de la street, tu vois. C'est Mais vraiment. moi, je l'ai même pas reconnu au début. Hein. Même Moi, pareil. je vois un pareil. mix entre Angel et Kate Bishop chez Marvel, tu vois, en plus. Mais avec le- exactement, c'est Mm. exactement Kate Bishop en fait. Mm. Et par contre, juste un dernier point, moi j'ai adoré et je m'y attendais absolument pas les pages de Eastman qui sont Ah ouais. en pleine lecture. Je m'attendais vraiment pas à avoir du Eastman au milieu de cette histoire. Et ça apporte un vrai charme, tu vois. Genre le long périple, toute la partie mythologique du fait que voilà. Et je trouvais que ça avait vraiment un poids du fait que ça soit Eastman qui le dessine. Tout à fait, ouais. J'ai eu le même sentiment. Et je les trouve magnifiques, ces pages. Ah ouais, moi, j'adore. je les trouve magnifiques. Je trouve très intéressant qu'il y ait ce petit aparté sur, bah voilà, on apprend ce que Mikey a fait entre temps. Il fallait que quelques pages, pas plus. Par contre, moi, c'est un peu plus sur l'histoire à l'intérieur, sur ce qui m'a moins emballé. Finalement, Sur son parcours, tu veux dire? Ouais. Ah ouais. Ouais, je sais pas, j'ai moins été emballé. Je sais pas, le moment où il se fait attaquer et qu'il abandonne et que d'un seul coup il se rend compte que non, ils ont pas d'honneur, il peut pas laisser passer ça. Moi, ça me parle, tu vois. C'est très, très Tortue Ninja, c'est quelque chose que j'aime bien. Moi j'ai trouvé ça comme, tu vois, le moment déclencheur où en fait la personnalité de Mikey, elle change Ouais. du Mikey un Oui, peu oui. jovial et tout, Ouais. au Mikey qui dit, bon ben voilà, vu que personne n'a d'honneur et tout, moi je suis une tortue, ma famille est morte, j'ai de l'honneur, je vais les venger maintenant. Tac, tu vois le petit C'est là qu'il déclic. devient le Dark Oui, non, Knight. mais Un petit peu, je ouais. comprends, mais je sais pas, moi c'est l'écriture qui m'a un peu dérangé de ces quelques Ok. pages. Ah, moi, j'ai bien accroché, hein. Je pense que le seul point d'écriture sur lequel j'ai pas accroché, c'est la fameuse scène du méchant, mais à la rigueur, je la trouve quand même cool parce que ça a vraiment un esprit qui est justement dans le. Enfin, c'est vraiment dans l'esprit du truc, quoi. Un truc Tortue Oui, Ninja oui. des années 90. Et du coup, ça marche bien, même si ouais, je trouve ça un peu abusé. Mais ce passage-là, moi, c'est vraiment un truc que j'ai adoré, moi, personnellement. Pareil. Je voulais rebondir tout à l'heure, parce que tu as cité pas mal de passages, Fab, sur un point dont tu as parlé, et du coup, tu as cité tellement de passages que je l'ai oublié. Mais J'ai parlé de la mutation. Ah voilà, ça, c'est la mutation. Moi, la mutation, je la voyais comme, enfin, je la vois comme à la fois un outil scénaristique pour justifier le fait qu'il a survécu à sa chute, genre il est plus fort, et je le vois aussi comme l'occasion d'explorer des tortues plus vieilles, ce qu'on n'a pas vraiment vu jusque-là, et comment leur pouvoir ou leur, enfin même leur organisme peut vieillir avec le temps. Ça fait un peu penser au moment où Marvel a sorti des secondes mutations à tous ces mutants globalement, où Ce que tout le monde a oublié. ils ont vécu une seconde mutation, quoi. Et Les griffes de feu de Wolverine, on n'oublie pas. il Enfin, si, on y a oublie. beaucoup de choses. Et heureusement qu'il y en a qui ont oublié. Mais moi, ça m'a fait penser à ça. Ça m'a pas spécialement perturbé de ce point de vue-là. J'ai trouvé ça. Je trouve que ça marche, quoi. C'est un bon outil scénaristique au sein de tout ça. Ouais, ça m'a pas perturbé, tu vois, mais je suis content qu'il l'ait mis là, et j'espère que ça sera un peu plus développé. Parce que ça m'a vraiment plu, tu vois, qu'il y ait un truc nouveau, en fait. Un élément nouveau, moi, que j'ai pas vu. Disons que s'il le développe pas, ce sera effectivement juste pour dire bah il est tombé, il s'est pas fait mal. Ouais. Mais cette page, en plus, sur laquelle April parle de mutation qui a évolué, par contre,
Je trouve que les dessins de Mikey sont pas ouf. Hein. Je trouve que Ouais. ça correspond pas à ce qu'on a vu avant en fait dans le premier numéro. Ça m'a un peu sorti du truc. J'ai l'impression de voir plus un gros slash ou un truc comme ça. Un Hulk du pauvre. J'allais dire au début Abomination, mais du coup c'est vraiment le Hulk du pauvre. Il y a un point sur lequel on n'a pas parlé, l'autre scène flashback, celle à laquelle pense April en fait dès le début du numéro, jusqu'au moment où en fait les tortues vont arriver avec Splinter. C'est le fameux repas que April et Kazé préparaient, avec une information quand même importante. Du coup, ils allaient se marier quoi à ce moment-là. Et qui explique aussi, ça permet d'expliquer l'arrivée de Kazé Junior. Ah oui, oui, mais ils auraient pu être ensemble et ne pas se marier. Hein. Oui, mais ils auraient pu. Ça permet de dire qu'ils étaient en couple. Oui, tout à fait, ouais. Sans dire on est en couple. Enfin, je le vois comme ça. Hein, ça permet de dire que c'était une relation sérieuse et que bah pour le coup, il y avait un bébé en route quoi. Et t'en as pensé quoi de ça, de cette relation et de ce passage de la vie normale jusqu'au moment où ça bascule? Moi je trouvais ça bien parce que ça tranche avec la page juste avant, donc la première page qui est April dans son lit en train de pleurer, un focus qui se fait sur elle en train de pleurer, qui serait meurt tout ça, et on les voit, voilà, ils sont là apaisés dans leur appartement au-dessus du Second Time Around Shop. Voilà, ils préparaient le repas, les tortues qui devaient arriver et donc où les tortues arrivent en trombe avec Splinter blessé. Moi ça en fait ça met direct dans l'ambiance. On a ce côté apaisement qu'on pense trouver, et on sait qu'on va pas voir, hein, parce qu'on sait que ce qui s'est passé dans le passé, ça n'a pas été cool du tout, hein, oui. Mais voilà, moi j'ai bien aimé cette petite scène. Moi je trouve en plus que dans très peu de cases, du coup, avant que ça parte en couille. Il y a beaucoup qui sont dit. Il y a beaucoup qui est dit sur leur relation et sur les cicatrices de Kazé, de son passé, de comment il en est arrivé là et comment il a évolué et comment leur relation a évolué du coup elle-même. Ça, genre, t'as ça en 3 cases quoi, à travers des dialogues, je trouve que ça marche bien. Et c'est d'autant plus tragique, du coup, de savoir ce qui va se passer juste après, quoi. Ouais. Et en plus, on a cette scène, et on sait pas qu'elle est enceinte, là, justement. Non, on sait pas, non. Même si, bon, on n'avait pas trop de doutes sur le fait que Jones était la fille de Kazé. C'était assez facile de spéculer que ça pouvait être aussi celle d'April, quoi. J'avoue, je m'étais pas du tout posé la question, moi, avant. Ah ouais? Ouais. D'ailleurs, t'as peut-être une idée, c'est quoi l'historique de relation April-Kazé à travers les différentes itérations? Parce qu'à IDW, c'est clair qu'il y en a une. T'as 3 heures devant toi. Non, il y a eu des relations, il y a eu des vraies relations, il y en a eu des parce que c'est les deux humains qu'il faut mettre ensemble. Puis il y a quand même la plus belle et la plus romantique, c'est celle du film quand même. Parce qu'il faut pas qu'on l'oublie, tu vois. La plus romantique. Ah mais tiens, ça me donne l'idée de notre prochain numéro. D'ailleurs, on a un petit film 2 à traiter à un moment. Ouais. Mais du coup, là, on parle un petit peu des flashbacks. On n'a pas trop entendu Margot sur les flashbacks, surtout la partie April Kazé. Comment toi tu l'as perçu? Moi, ça m'a fait un peu le. Alors, encore une fois, ça m'a pas déçu. Hein. C'est hyper, c'est hyper émouvant et tout ça, mais ça m'a fait un peu le même effet que l'apparition de leur fille. En fait, c'est pas. Je peux pas dire que je m'y attendais parce que j'ai pas écrit la série, faut pas déconner, mais disons que pour moi, c'était un peu prévisible ce truc-là, vu qu'on va dans le futur, enfin passé futur, mais que c'était un peu déjà sous-entendu qu'ils étaient amoureux et tout ça. Moi, je me doutais un peu qu'il y avait un truc comme ça, donc c'est une scène émouvante, mais par contre, elle m'a pas vraiment, surprise, c'est pas ça, mais ça m'a fait le même effet que la fille, en fait. C'est pas des scènes qui m'ont marqué dans le numéro parce que je les trouve un peu évidentes, on va dire. Ouais, je suis assez d'accord. Moi non plus, ça m'a fait le même effet. Et d'ailleurs, la révélation de Kazé, qui est sa fille, je trouve que le fait d'avoir vu Kazé, du coup, enfin, quand on l'appelait Jones seulement, dans le premier numéro, gâche un peu le fait que quand
quand April se réveille et demande de l'aide à Kazé sans qu'on voit personne dans la case, pour moi, ça a tendance à sous-entendre que peut-être elle aussi, elle a des fantômes dans la tête. Et derrière, c'est révélé que non, il y avait vraiment quelqu'un. Je trouve que ça gâche un peu ça parce que moi, dès le moment où elle appelle quelqu'un, je me suis dit, bon, bah, c'est sa fille, quoi. Bah, moi, ça va. Comme je dis, hein, j'étais passé totalement, je sais pas si c'était de manière intentionnelle ou pas, du Jones, et c'était peut-être sa fille, ou voilà. Donc, moi, vraiment, le Hey Kazé, a little help here, avec en plus le masque qui apparaît donc sur la page, je l'ai vraiment pris comme elle parle à ses fantômes aussi. Ouais. Ouais. Donc après, je suis peut-être extrêmement naïf et voilà, ça j'en doute pas. Mais je m'étais pas posé les questions. Je pense que c'est fait pour qu'on le prenne comme ça, sachant que la page juste après, c'est Mikey qui parle aux fantômes de ses frères alors qu'il allume le gaz ou un truc comme ça. Et il parle du fait qu'après il est toujours en vie, justement, et on a les trois frères, enfin les trois autres frères qui sont à table. J'aime beaucoup cette case d'ailleurs, je trouve que le Donnie, notamment, il a un petit air taquin que j'aime beaucoup. Mais je pense que c'est fait exprès de se faire prendre au piège potentiellement, mais pour moi, ça n'a pas marché. Voilà, si ça n'avait pas marché pour toi, enfin pareil, Margot pareil, moi je m'étais vraiment pas posé la question et j'avais pas cherché à extrapoler sur il y a Kazé, la personne appelée Jones, c'est la fille, voilà. Mais je t'avoue que même si j'avais en mémoire le Jones qui était sa fille du premier numéro et tout, sur la case où elle appelle Kazé Breakfast, j'ai eu un petit peu la même réaction que Mikey en me disant merde, en fait, s'il faut, il est vraiment en vie, tu vois, salement amoché ou quoi, et il peut pas se déplacer. Quand tu vois April qui lui manque un bras, une jambe, tu te dis s'il faut Kazé, il est dans un état encore pire, mais il est peut-être toujours en vie. Et après, quand tu la vois apparaître, tu fais ah ben oui, mais en fait, non. Mais l'espace d'une seconde, moi, j'y ai marché, quoi, tu vois. Bah, disons que oui, moi, ça me l'a fait un peu ce truc-là aussi de justement la scène où elle parle enfin, moi, j'ai eu l'impression aussi qu'elle parlait au fantôme de Kazé, hein. Donc, je m'attendais pas forcément, comment dire. À la fois, je m'attendais à voir sa fille, à la fois, je m'y attendais pas, mais disons que ça m'a pas du tout surprise, donc ça m'a pas fait l'effet oh putain, il y a leur fille, c'est vrai. C'était plus genre ah bah ouais, c'est plus logique. Il y a un truc sur lequel moi, j'aimerais bien votre avis. C'est justement ce que Roméo disait tout à l'heure, c'est la tête du Fugitoïde à la fin. Ouais. Alors bon, ça va être purement de la spéculation, hein, parce que c'est vraiment la dernière case du numéro. Mais vous imaginez quoi, vous, pour la suite là-dessus ? Là-dessus, moi, je sais pas du tout. Franchement, je me pose même pas la question, j'ai envie de découvrir sur place. Mais je n'ai même pas la moindre idée, en fait. Moi, je sens que Fab, t'as fait des plans sur la comète, comme à ton habitude. Mais vas-y, je suis chaud des plans sur la comète, moi. Je sais pas si, Roméo, toi, t'as eu une pensée ou un truc qui, quand t'as vu le Fugitoïde, qui t'a fait penser à autre chose ou... Non, parce que T'as une conscience de ses frères transférés quelque part ? Ben, moi, c'est exactement ça que j'ai... Ouais, non, enfin, ça j'espère pas. Parce que avec ce qui a été fait chez IDW, enfin sur l'ongoing, avec Metalhead... Eh ben, exactement, j'ai peur, tu vois, qu'il y ait... Alors, j'ai peur, oui et non, dans le sens où je me dis, ça peut être un raccourci scénaristique qui pourrait faire de The Last Ronin une histoire canon, en faisant un lien, tu vois... Elle n'est pas canon. Hein. Ouais, vraiment, il n'y a aucun canon possible. Non. Bon, du coup, voilà. Ben, ça limite mon truc. Mais j'imaginais, tu vois. Oui, mais qu'il utilise le même procédé, pourquoi pas, hein. Ouais. Ah, mais moi, j'avais poussé beaucoup plus loin. Je m'étais imaginé, tu vois, que s'il faut, il y avait la conscience de Donnie, parce que c'était un reste de Metalhead de l'ongoing, et du coup, ça aurait fait de The Last Ronin un canon à la série IDW dans un futur possible. Enfin, tu vois, il faut pas trop m'en laisser à moi. Bah, c'est pas possible parce que temporellement, c'est 30 ans, c'est en 2017. C'est 30 ans après les années 80. Donc déjà, ça serait la même période temporelle que... C'est dans le passé par rapport à l'ongoing IDW, techniquement. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ils nous disent que c'est 2017 au début de Ouais, tout à fait. du numéro 1.
Mais moi, j'oublie les dates, tu vois. Retour dans le futur et tout. T'as envie d'écrire ta propre Mimi. Ils peuvent nous lâcher un multiverse derrière et puis on verra. Ouais. Mais J'y du coup, crois ouais, bien. je m'attendais vraiment pas à voir le Fugitoïde. Ah oui, il peut y avoir des informations C'est ça. projetées, voilà. Parce que Mikey n'était pas là pendant un moment, donc Ouais. depuis l'accident, enfin les incidents de l'explosion et de l'attaque. Donc il faut qu'il rattrape le temps aussi sur ce qui s'est passé. Mhm. Peut-être que ça va juste faire un truc genre invasion des planètes dont vient le Fugitoïde, un truc comme ça, genre, je sais pas. Ouais, peut-être. Ça va appeler d'autres. Parce que c'est la résistance. Hein. Mm. Ils en parlent, donc... Ouais, il y a pas mal de gens possibles. Si ça se trouve, ils en font pas grand-chose, ça m'étonnerait. Mais par contre, moi, j'aurais un point. Je sais pas si vous vous souvenez, lors de l'enregistrement du premier, on avait parlé des sollicitations Mhm. du numéro 2. Je me souviens plus du détail, je me souviens qu'on en a parlé. Alors, secrets are revealed and we begin to discover what happened to the past. Le Ronin rencontre un allié inattendu, mais le Foot Clan commence une attaque, enfin une exhaustive sweep of the bottom to find the mutant. Donc ça, on l'a pas du tout. La dernière phrase, and what role does Baxter Stockman play? Ah oui, c'est vrai. On en avait rapidement parlé. Oui. Et là, on l'a pas, ouais. Il n'y a rien de tout ça, donc il y a eu, je pense, une réécriture assez importante qui explique aussi les retards. Hein. C'est pas qu'il y a eu que le changement de dessinateur, c'est que il semblerait qu'on a quand même eu une réécriture assez importante de l'histoire. Ouais. Par contre, sur le fait que le foot n'intervient pas, au final, si, enfin, on les voit pas fouiller, mais on sait que pour l'instant, ils ont rien trouvé. C'est la scène justement avec le méchant, quoi. Ouais. Oui. Ça a été abrégé en fait. Ouais, c'est ça, c'est qu'on sait qu'ils le font, mais il y a pas d'action réelle. Et enfin, c'était dans les sollicitations, quand même. On aurait pu supposer qu'il y ait quand même un minimum d'interaction entre les foot et potentiellement les Ronin ou même ce qui peut potentiellement mettre les Purple Dragon. Ouais. Mais concernant Baxter, c'est vrai qu'on l'a pas. Peut-être qu'il sera sollicité pour rallumer le Fugitoïde ou quelque chose comme ça, quoi. On verra. Bon, il y a un autre point sur lequel je voulais revenir. On n'en a pas parlé. L'origine de tout ça. Le fait, l'attaque initiale par Karai, du coup, le Flint dirigé par Karai, qui décide que le jeu du rat et du chat a assez duré, le chat étant Shredder, et que les tortues doivent être, le clan Amato doit être éliminé, du coup. Je trouve que c'est un élément intéressant, parce qu'en fait, ça a tendance à montrer que le combat quand Shredder dirige le Foot Clan, c'est presque une sorte de combat duel. C'est un combat éternel, ouais. Aucun des deux camps ne veut vraiment fier à l'autre, parce que c'est un peu comme l'éternel questionnement de est-ce que le Joker veut vraiment tuer Batman et vice versa, ou est-ce que l'un n'existerait pas sans l'autre. On a un statu quo à travers les différentes itérations des Tortues Ninja qui veut que le Foot Clan dirigé par Shredder se bat contre les tortues dirigées par Splinter. Et aucun des deux camps ne va trop loin pour que ce statu quo change. Et là, au moment où Karai, du coup, elle est reine, elle décide que c'est fini, quoi. Et c'est ça qui s'est passé. On a quand même eu le changement dans l'ongoing. Oui, bien sûr. Donc c'est... Voilà, c'est pas... Un changement différent, en l'occurrence. Un changement différent, mais il y a eu... la fin, puis même... Enfin, non, c'était même pas vraiment la fin, finalement. Par contre, on n'a aucune notion de Shredder. Aucune mention de Shredder. C'est Karai à la tête. Ouais. Mais... moi, j'imagine qu'il est mort. Ouais. Ou qu'il s'est fait évincer. Mais comment il a disparu, par contre, on sait pas. Ouais, je pense pas que Karai lance aussi une vendetta, une opération sur les tortues s'il n'y a pas eu une action contre Shredder avant, potentiellement. Imagine Karai, elle a fini par virer Shredder, mais il est pas mort et on le revoit dans le futur qui vient aider Mikey contre sa fille et son petit-fils. Mais moi, je le vois vraiment comme ça, en vrai. Dans le sens où
il est devenu peut-être, tu vois, un peu âgé, il est plus à ses trucs. Il y a eu une sorte de rébellion de Karai qui a pris la tête du foot par la force. Lui, il s'est mis un peu en retrait, mais il va finir par un moyen ou un autre par s'allier peut-être à Mikey. Moi, je le vois dans ce sens-là, où en fait, vu que Splinter n'est plus là, lui, il juge qu'il a plus de raison d'être là, donc il s'est mis en retrait. Et quand il va savoir que Mikey est toujours là et que l'honneur du clan des Tortues existe, peut-être qu'il va vouloir redorer un petit peu le blason de son clan à lui, et du coup, je vois bien un truc comme ça. Enfin, Oui. j'extrapole encore. Non, pourquoi pas, parce Mhm. qu'en plus, on a quand même l'accentuation sur l'honneur par Mikey, donc dans le flashback dessiné par Eastman, mais aussi quand il parle à ses frères. Quand il Oui. parle à ses frères, on a Mikey qui accentue bien sur l'honneur. Oui, l'honneur est mentionné plusieurs fois, à la fois dans son passé et dans le présent. Ouais. Voilà, vous l'aurez compris, il faut pas trop m'en donner, parce que moi je pars très vite. Non, mais tu sais, je suis comme ça sur beaucoup de sujets, donc je te comprends totalement, Fab. Écoute YMCU et regarde WandaVision et tu comprendras à quel point je vais loin. J'ai tous les podcasts de retard parce que j'ai pas eu le temps de commencer la série encore, et je vais tous me les faire en même temps que je vais mater la série. Donc, c'est Le mec prévu. a maté Next Mutation en moins d'une semaine et il est pas à jour sur WandaVision, moi ça me... Ouais, mais psychologiquement, je m'en suis pas remis, j'apprécierais pas WandaVision à sa hauteur, tu vois. Je suis psychologiquement. Figure-toi que sans spoiler, peut-être qu'en étant endommagé psychologiquement, t'apprécieras encore plus WandaVision. Est-ce que vous aviez des éléments que vous vouliez rajouter? Vous avez vu Kevin et Peter au moins. Ouais, une petite case en bas à droite de je sais plus quelle page là. Quand Raph il descend à dans la le case métro de pour métro, aller Ouais, c'est dissuader ça, le clan. Ouais, celui qui dit que il a vu quelque chose mais il ose pas le dire parce que c'est trop fou, un truc comme ça. Ouais. Ouais, je l'ai vu. Pas mal encore de petits easter eggs, de petites choses cachées, de nombreux hommages. Ouais, moi j'ai essayé de regarder un petit peu les cases, notamment pour voir s'il y a pas des indices que j'avais pas vus. J'ai vu des petites photos de Tortue Ninja, des manteaux d'April. Il y en a un qui me fait penser à la veste d'April dans la série animée de 2012 d'ailleurs, dans son étagère. Ouais. Il y a juste un truc où moi j'ai besoin de votre avis parce que c'est une case qui m'a laissé perplexe à la lecture. C'est pendant que Karai et Raph coulent, Karai Non, prend... ce n'est pas un hommage à l'Arme Fatale 4 quand il y a Jet Li dans l'eau. Non. Tu sais, quand il coule, elle récupère son espèce de part de pizza très, très dangereuse. Et Ça lame. alors, ouais, sa lame. Et en fait, je sais pas. Enfin, je trouve que ça ressemble déjà à un couteau à tarte, mais enfin, bref. Elle lui met un coup dans le visage, mais est-ce que ça le blesse? Est-ce qu'elle le rate? Et je trouve que cette case, elle est pas très lisible. Alors, je sais pas comment vous l'avez interprété. D'abord, il y a non, c'est qu'elle est en train de reculer la main pour après planter dans la gorge. Ouais, il me semble C'est que une c'est lame. ça. Et ces armes, les tortues en avaient, les tortues de Playmates de l'époque. Mhm. Ah oui, je sais pas comment ça s'appelle, mais oui, c'est une arme connue. Ouais. Oui, pour moi, quand j'étais gosse, c'était une part de pizza aussi. L'arme, elle l'a, mais en fait, je comprends. En fait, ce qui est pas super lisible pour moi sur ce cas, c'est est-ce qu'elle blesse Raph avec ou pas? Parce que je le vois pas saigner, je vois pas si c'est ça qui Pas le sur tue. cette case pour moi, c'est sur la case d'après. Ouais, c'est sur la case d'après. Après, Fab, essayer de te Ah battre dans ouais. l'eau, ça doit pas être super facile. Hein. Ok. Non, mais ça Ah y oui, est, c'est bon. l'inertie est pas évidente. Ouais, En fait, elle lui plante sous la gorge. Voilà. ouais c'est ça, ouais. Ok, j'avais pas lu du tout. Ok, c'est bon, merci beaucoup. De rien. Bon, en tout cas, il est mort. On est tous tristes. Il est mort. Ah, il est bien mort, ouais, malheureusement. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu voulais revenir, Margot, sur lesquels on n'est pas revenu? Non, je vérifie là. Je le refeuillette vite fait, mais je crois pas. Non, effectivement, je suis d'accord. Je l'avais pas trop lu comme ça, mais la scène du retour du méchant, c'était pas terrible. Et de toute façon, il me fait un peu un effet de, je sais pas si c'est sa gueule ou quoi, mais de comment il s'appelle, de Kylo Ren. Genre le mec est censé être super méchant, mais il est pas impressionnant. Il me fait un peu cet effet-là, Tu moi. vas te calmer sur Kylo Ren, s'il te plaît. Et désolé, monsieur, si tu dois être fan. Et non, j'avoue que pour le futur, je me laisse un peu porter aussi. Je fais pas trop de films parce que je sais pas. Je pense que j'ai pas d'idée qui sera à la hauteur de ce qu'ils vont faire. Ouais. Mais en tout cas, c'était toujours chaude pour la suite.
Ah oui, trop. Mais j'ai même hâte de savoir ce que ça va être ce truc avec Fugitoid. Et puis aussi le fait qu'on risque d'avoir l'histoire de Kazé. Moi, ce que je me dis encore plus avec ce numéro, c'est que ça va vraiment faire un hardcover de ouf une fois qu'on aura des belles éditions derrière. J'ai hâte de me racheter ça. Ouais, je pense qu'en plus IDW va bien capitaliser là-dessus. Hein. Ils en ont bien besoin. Parce que en aparté, tout IDW Games c'est terminé. Depuis, on a pris cette semaine plein de jeux annulés, le Metal Gear Solid, Bomberman, enfin c'est un beau bordel chez eux. Je pense que IDW a bien besoin de ça. Puisque là on aura en plus, si on a une quarantaine de pages par numéro, donc ça fera un hardcover de 200 pages. Ils ont montré avec Foot Clan. The Secret History of the Foot Clan qui savait faire des belles éditions. Tu avec dis Slipcase. 200 pages, mais si tu mets toutes les variantes, ça serait 400 pages. Oui, c'est vrai. Puis les scripts et layouts de Kevin Eastman et Peter Laird, moi je veux les voir. Ouais, moi aussi. Ouais. Il y a Donc, masse de bonus qu'on va découvrir après qui m'intéressent déjà. Ouais. Et surtout, si on a bel et bien cette réécriture quasi complète qui a été faite, qu'est-ce que ça aurait pu être donc ouais, il peut y avoir une vraie belle édition et ouais, ça va être encore un petit billet à lâcher parce que s'il faut une belle édition, ça sera pas pour rien. Et derrière, même pour iComics, donc qui annonce qu'il sortira, ils vont faire un bel écrin, je pense. Ça, on verra quoi. Mais ça sera pas facile à vendre, je pense quand même en France. Si déjà ça galère. Non, je pense qu'ils vont se limiter sur le tirage de toute façon. Mais Je suis pas sûr quand même, parce que quand tu regardes la série Classics, elle se vend mieux que la série normale. On n'est pas sur le Classics, on va être sur un ouvrage assez imposant. Je sais pas. Moi franchement, je bosse pour iComics, je le vends comme le Dark Knight des tortues. C'est un one-shot sur l'univers des tortues, post-apo, vachement mature. Et tous les gens qui aiment bien le comics un peu indé, un peu sombre ou quoi, je suis sûr que tu peux les appâter comme ça. Non mais c'est tout le bien que je leur souhaite. Hein, ah ouais, moi aussi. De toute façon, je vais l'acheter en relié, je l'achète en single. Je suis trop faible, tu sais, je suis vraiment... Bien sûr, mais là-dessus, je peux comprendre, tu vois. J'ai aucun doute à me dire que je vais le racheter, tu vois. C'est pas moi qui vais essayer de vous convaincre du contraire, hein, je pense. Non. Toi, tu vas nous envoyer toutes les versions de Deluxe Collector plus. Hein. Regarde. Tu vas nous envoyer un lien en disant vous en voulez combien Ouais. Un seul, Roméo. S'ils peuvent relancer IDW Limited pour ça, je veux bien. Et après, il va vous envoyer des planches originales. Vous allez voir le prix. Ah, mais ça, il le fait déjà. Mais on en a aussi déjà. Bah non, parce que les planches des Escorza sur le premier numéro... Ah oui, non, tu parles des planches originales du... Ah oui, de la fin. Alors, les planches originales des Escorza sont toutes parties. Elles avaient été ça va être compliqué à se procurer ça à un prix raisonnable. Ouais. Voilà. Et Bishop, j'ai jamais vu de planche originale de chez lui. Je pense qu'il bosse tout en numérique. Ah, c'est dommage. C'est une bonne occasion en plus. Ouais, puis il aurait pu se faire des thunes. Ouais, le connaissant, il aurait. Ouais, mais après, s'il a des délais à tenir, c'est sûr. D'un point de vue travail. S'il fait pas de tradi de base, oui, c'est sûr que c'est pas le moment de s'y mettre, quoi. On a une date d'ailleurs pour la suite, le numéro 3 le 12 mai. En mai? C'est une vraie date ou tu spécules? Non. Ok. Donc pour l'instant, ils annoncent pas de retard, ils annoncent direct la date avec les retards. Ok. Non, parce qu'à la base, elle était prévue pour le 3 mars. Oui, non, mais à partir du moment où ils ont sorti le 2 en retard... Ouais, mais là, ça fait quand même... voilà, c'est raisonnable comme annonce pour les tenir, j'ose espérer. Mais du coup, en gros, on fera le podcast sur le dernier numéro, un an après le premier, à peu près, quoi. À ce rythme. Oh, je pense que mes filles, elles seront à la fac. On aura la sortie VF pour le dernier numéro, tu sais. Ouais. Mais je dois dire quand même que, encore une fois, c'était un petit numéro court, parce que, bon, il n'y a que 50 pages, on n'aura pas grand-chose à dire, 40. Et qu'on a passé l'heure. C'est qu'il y a les 26 covers avant. Hein. C'est pour ça qu'il paraissait long. Mais oui, on a passé l'heure. Ah ouais, on arrive. Je voulais m'arrêter à 1 heure. On a trop parlé depuis tout à l'heure. J'avais regardé à 52 minutes, je me suis dit, tiens, on peut faire 1 heure.
Tant pis, ça sera pour une autre fois. Mais ce sera peut-être quand même notre podcast le plus court, hein, ou à égalité quasiment. Bon bah écoutez, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter Rien du pour tout. me faire mentir? Non. Non. Très bien. Lisez The Last Ronin. Ouais, lisez The Last Ronin, ouais. Bah attendez la VF si vous êtes lecteur VF, mais si vous êtes lecteur VO, je vous conseille fortement d'aller choper les singles. C'est vraiment un bon truc, quoi. Eh ben écoutez, merci beaucoup à vous pour avoir participé à cet enregistrement avec moi. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Encore 1 heure sur un single de 40 pages. Mais bon, après, si vous écoutez YMCU, on fait 2h30 sur des épisodes de 30 minutes, donc vous êtes habitués au format décompressé. On se retrouve prochainement pour parler peut-être du coup du 2e film, Tortue Ninja, ou d'un autre sujet s'il y a quelque chose qui qui tombe plus de sens d'ici là. En attendant, bonne semaine, bon couvre-feu, puisqu'a priori on n'en verra jamais la fin. Et puis à bientôt. Salut. 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 Salut.